Sébastien Jalagnon, en décembre 2014, publiait sur son compte privé Facebook 7 photos qui dénonçaient les assassins d'Hervé Gourdel et leurs inspirateurs. Une collègue, Warda Lareg, rapporta alors le fait à sa hiérarchie. L'enquête administrative proposa un blâme éventuel, mais Albert Doutre, directeur de la sécurité publique, renvoya Sébastien Jalagnon devant le conseil de discipline et le tribunal correctionnel de Lyon. En octobre 2015, le conseil de discipline suspendit Sébastien de ses fonctions policières pour 2 ans, sans salaire. Le procureur demanda 6 mois de prison ferme, son interdiction à vie de la fonction publique et un suivi psychiatrique. Il fut seulement condamné à une amende de 5 000 € assortie d'une inscription au casier judiciaire. Le 27 avril 2016, dans Lyon, Sébastien fut sauvagement agressé par au moins 2 Maghrébins, à l'aide sans doute d'un coup de poing américain, qui lui causa de graves blessures au visage. La suite est incroyable en démocratie. Toutes les procédures habituelles d'enquête de flagrant délit, lors d'une agression de policier, n'ont pas été suivies, d'où une enquête bien plus lente et aléatoire. Des consignes d'autorité supérieure ont-elles été données délibérément dans le cadre d'un acharnement administratif et judiciaire afin de parfaire la mort sociale d'un homme courageux? On doit espérer que toute la lumière sera faite sur cette terrible affaire. Je précise que c'était un compte Facebook anonyme dans lequel ne transférait pas ni ma qualité ni mon identité réelle et que par conséquent je m'exprimais de manière totalement privée. C'est une de mes collègues de travail qui était présente au nombre de mes amis qui a été choquée visiblement par le contenu de ces publications et qui en a référé à ma hiérarchie. Ainsi, un matin, lorsque j'ai pris mon service, j'ai été convoqué par le commissaire divisionnaire de Lyon, lequel avait sur son bureau étalé les copies d'écran de mes publications. Il m'a informé qu'il allait diligenter une enquête administrative dans le but de savoir si j'avais commis ou non une faute disciplinaire. Il y a eu une enquête disciplinaire qui a été menée. Un blâme a été proposé par mon chef de service pour manquement à mon obligation de réserve. Et le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône de l'époque a estimé que ce n'était pas assez et m'a renvoyé devant le conseil de discipline. J'ai comparu devant ce conseil de discipline et il a été proposé une suspension provisoire de fonction. J'ai été suspendu le 6 octobre 2015 pour une durée de 2 ans. Parallèlement, une enquête judiciaire a été menée également sur instruction du directeur départemental de la sécurité publique qui a saisi le procureur de la République dans une affaire où je rappelle qu'il n'y a ni plainte ni victime, ni constitution de partie civile d'une quelconque association antiraciste par exemple. J'ai comparu une première fois devant le tribunal correctionnel. Donc le procureur de la République a requis en première instance devant le tribunal correctionnel de Lyon une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, l'interdiction à vie d'exercer dans la fonction publique, 5 ans d'interdiction du port de l'arme, ce qui est assez accessoire quand on sait qu'on ne peut plus exercer dans la fonction publique, et obligation d'un suivi psychiatrique, ni plus ni moins. La présidente du tribunal correctionnel a été elle-même visiblement surprise par la sévérité de ces réquisitions et n'y a pas donné suite puisqu'elle m'a condamné à une peine d'amende tout de même assez sérieuse puisqu'il s'agissait alors d'une peine de 5 000 € d'amende, ce qui pour un fonctionnaire de police, je puis vous l'assurer, correspond à plusieurs mois de salaire. C'est pas quelque chose d'anodin. Par conséquent, dont acte, j'ai été condamné. La justice a estimé que j'étais coupable d'avoir incité à la haine ou à la discrimination envers une communauté de personnes en raison de son appartenance à la religion musulmane. Voilà exactement le délit dans le cadre duquel j'ai été condamné par la justice. Le parquet a estimé que la peine d'amende de 5 000 € d'amende, que j'ai évoquée tout à l'heure, n'était pas suffisante et a décidé de faire appel. J'ai donc comparu une nouvelle fois devant la justice. Dans mes publications, je m'adressais aux extrémistes musulmans, aux islamo-terroristes en général, parce que bien entendu,
ce n'est pas M. al-Baghdadi qui a décapité Hervé Gourdel, ce sont d'autres personnes qui ont, d'ailleurs par ce biais, voulu lui faire allégeance. Nous sommes en guerre contre lui depuis les attentats perpétrés sur le sol français, et non pas depuis les attentats perpétrés à l'encontre de nos ressortissants à l'étranger, comme ce fut le cas pour Hervé Gourdel. J'avais réagi peut-être un peu trop tôt. J'ose espérer qu'aujourd'hui, si j'avais publié le même genre de contenu, peut-être que je n'aurais pas été renvoyé devant une juridiction de jugement. En première instance, le motif qui a légitimé la condamnation était que les publications prises dans leur ensemble pouvaient constituer le fameux délit sur la base duquel j'ai été condamné. Un peu curieux, mais dont acte. Et en appel, il a été estimé que j'avais, dans mes publications, désigné des islamistes, mais que les islamistes appartenant à la communauté musulmane, c'est un élément constitutif de l'infraction. On m'a reproché d'avoir stigmatisé un imam en exhibant la photo de M. al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, avec une cible. Et le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône m'a clairement dit: vous n'avez pas honte de stigmatiser un imam. C'est deux cas de figure. Soit il ignore qui il est, et auquel cas il faut peut-être qu'il se renseigne avant de renvoyer le fonctionnaire devant le conseil de discipline, soit il l'ignorait pas, et alors là c'est encore pire. Ça veut dire qu'il considère que, après tout, un terroriste islamiste est l'imam du quartier. C'est complètement aberrant. La Cour d'appel de Lyon a décidé mon inscription au casier judiciaire, ce qui entraîne de facto et de manière automatique la révocation de la police nationale. Et j'ai eu l'impression que les arguments étaient plus, j'allais dire, politiques que juridiques. Le parquet de M. le procureur de la République de Lyon a jugé opportun de faire comparaître cet homme devant le tribunal correctionnel. M. Jalamion était poursuivi pour 7 photographies litigieuses. Sur les 7 photographies litigieuses devant le tribunal correctionnel, nous avons emporté 2 relax. Devant la cour d'appel de Lyon, nous avons obtenu une 3e relax. Ces 3 relax sont assez symptomatiques, effectivement, notamment pour l'une d'entre elles, puisque M. Jalamion avait diffusé, en reprenant l'image de la page de garde de valeur actuelle, la photographie d'une Marianne voilée du drapeau tricolore, précisant non à l'islamisation de la France. Le tribunal correctionnel n'avait pas cru devoir relaxer M. Jalamion. La cour d'appel de Lyon, quant à elle, a relaxé mon client, et c'est assez significatif, effectivement, d'une approche tout à fait objective de la situation. Il est vrai que Valeurs Actuelles, qui en son temps avait diffusé et avait publié la même photographie, ait été condamné par le tribunal correctionnel du droit de Paris. Quoi qu'il en soit, mon avocat, maître Gabriel Bersini, et moi-même avons estimé qu'il y avait matière à faire un pourvoi en cassation. Nous avons bien évidemment, consécutivement à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, décidé de nous pourvoir en cassation. Lorsque l'on condamne un homme, somme toute, il faut qu'effectivement à la clé, tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, et nous estimons que pour les autres chefs de présomption qui ont généré la condamnation, ces éléments constitutifs ne sont pas réunis. J'ai dû tout quitter, ma famille, mon enfant, mes amis, pour pouvoir essayer de trouver un niveau de vie qui corresponde à ma nouvelle situation. Par conséquent, je viens régulièrement sur Lyon visiter des proches. Et ce fut le cas le 27 avril, où j'ai passé la soirée chez l'un de mes collègues, alors que je quittais son domicile pour me rendre à mon véhicule qui était stationné à quelques dizaines de mètres. J'ai été effectivement agressé par plusieurs individus qui m'ont frappé par derrière, au niveau du dos, m'ont projeté au sol, et immédiatement après m'ont frappé à hauteur du visage. La scène a duré quelques secondes, le temps qu'un automobiliste s'arrête, baisse sa vitre en disant qu'il allait alerter la police. Il a été invectivé immédiatement. C'était des insultes en français, mais avec un très fort accent maghrébin. Et par conséquent, l'automobiliste a fait appel aux pompiers. Il a alerté les secours. Les pompiers et les services de police, mes collègues, sont intervenus sur place. J'ai été conduit immédiatement aux urgences.
où là il m'a été diagnostiqué plusieurs fractures au niveau du visage, des fractures déplacées, complexes, qui nécessairement ne sont pas le fait de coups portés à main nue. Donc il est possible d'affirmer que les auteurs ont utilisé un objet contondant, probablement un point américain. S'agissant de la gravité de mes blessures, elles ont nécessité une première hospitalisation, une première ITT, incapacité temporaire de travail, qui vise à définir la gravité des blessures, m'a été prescrite, elle était de 45 jours. J'ai 3 plaques métalliques qui m'ont été insérées à hauteur du visage, de manière à, il y a une semaine en fait, de manière à remodeler mon visage. J'ai perdu 3 dents aussi dans l'agression. Si tout se passe bien, je devrais retrouver une vue normale, un visage humain, c'est déjà le cas. Donc je tiens à remercier en tout cas les chirurgiens qui m'ont opéré pour leur grande compétence. S'agissant en second lieu de ce qui est arrivé à M. Calabion le 27 avril 2016, je ne peux que déplorer quant à moi cette agression sauvage qui a été faite par des gens qui sont des sauvages. Les fonctionnaires de police qui sont intervenus sur place sont des anciens collègues. Ils ont relevé mon identité, pris les premiers renseignements. C'est le point de départ de l'enquête judiciaire. Il est aussi d'usage, dans le cadre de la flagrance, d'auditionner la victime. C'est ce qu'on appelle le dépôt de plainte. 2 hypothèses. Soit la victime peut d'elle-même se rendre dans un service de police ou de gendarmerie, et auquel cas elle le fait, elle est invitée à le faire le plus rapidement possible. Soit ce n'est pas le cas, et on dépêche un équipage de gendarmerie ou de police à l'hôpital où se trouve la victime, de manière à ce qu'elle soit entendue avec l'accord du médecin. Dans mon cas, il n'y a pas eu de nouvelles prises auprès de l'hôpital. Il n'y a pas eu d'équipage de police qui est venu prendre ma plainte. Et lorsque j'ai regagné mon domicile, dans l'attente de mon opération, j'ai appris qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal de saisine. J'ai dû déposer plainte par moi-même auprès des services de gendarmerie de mon domicile, et qu'il est d'usage lorsqu'un fonctionnaire de police est victime d'une agression, qu'il soit ou non en service, d'en aviser immédiatement le ministère de l'Intérieur par le biais de ce qu'on appelle un telex, c'est-à-dire une communication interne, et cela n'a pas été fait. C'est complètement inhabituel et je refuse de croire une seconde en l'incapacité de mes collègues à faire leur travail s'agissant d'un de leurs collègues. Il y a nécessairement quelque chose de pas clair dans tout ça. D'ailleurs, j'entends que la lumière soit faite sur ce dysfonctionnement qui pose un certain nombre de questions. On pourrait tout à fait, par exemple, envisager que des instructions aient été données pour que l'enquête ne démarre pas. Et par conséquent, retarder l'identification des auteurs. Non seulement c'est gravissime, mais ça me place dans une situation où les auteurs étant toujours en liberté et ne connaissant pas leur mobile, j'attends de l'enquête qu'elle passe toute la lumière sur la motivation de ces personnes. Quand elle agit par hasard, était-je visé? Voilà des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Et seule l'enquête permettant leur identification et leur interpellation apportera la réponse à ces questions. Or, le fait de ne pas avoir déclenché l'enquête en temps et en heure ne fait que retarder l'identification et donc la réponse à ces questions. Il existe un risque que ces individus puissent éventuellement finir le travail. Je tiens à préciser que je ne bénéficie d'aucune protection. Ce qui est aussi symptomatique, ce sont les dysfonctionnements qui ont eu lieu, me semble-t-il, au sein de la police nationale. Qu'est-ce qui a été accompli par les services de police entre le 27 avril et le 4 mai? Je pense que rien n'a été accompli. Et je pense surtout que l'enquête de flagrance est morte de sa plus belle mort. Eh bien, on demande aujourd'hui à monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, à monsieur le préfet de police, de nous expliquer pourquoi, entre le 27 avril et le 4 mai, rien ne s'est passé. Maintenant, nous attendons de voir les suites de l'enquête préliminaire,
qui a débuté le 4 mai. Et puis j'espère surtout qu'on retrouvera les auteurs de cette agression sauvage. Il y avait effectivement l'enterrement administratif de Sébastien Jolamion. On a voulu aussi maintenant peut-être l'enterrement physique de celui-ci. Il y a quelque chose de complètement anormal dans cette affaire. Et j'ai bien peur que cela ait été fait délibérément. Non pas de la part de mes propres collègues, dont je sais qu'ils sont nombreux à me soutenir, mais probablement de la part de cette hiérarchie que j'ai évoquée tout à l'heure et à qui je dois cet acharnement judiciaire et administratif. C'est une mise à mort sociale, on peut dire.